il y a un mot qui a fait fureur maintenant, qui est entré dans les mœurs, le mot Big Bang, mais vous nous dites, Michel Cassé, en fait, on ne peut que l'imaginer, on ne le verra jamais. Redouane Fakir. Vous avez dit que vous jouez le Candide, moi je vais jouer le docteur Pangloss dans cette histoire et apporter une note optimiste. Il y a quelque chose auquel on n'a pas fait allusion, c'est qu'il y a des observatoires qui ont été construits et d'autres qui sont en cours de construction et qui peuvent voir à travers des milieux qui sont opaques à la lumière. Et ce sont ce qu'on appelle les observatoires gravitationnels. C'est que la radiation, un type très différent de radiation, qui est la radiation gravitationnelle, pénètre très très facilement à travers le feu dont il a parlé tout à l'heure. Et si ces projets aboutissent, on va pouvoir voir peut-être, pour être optimiste, jusqu'à la toute première fraction de la première seconde de l'univers. Cette fameuse première seconde, on la verra peut-être. C'est cela. De quelle manière, Hubert Reeves? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Il y a des rayonnements beaucoup plus pénétrants que les photons. Les photons bloquent au premier million d'années. Il y a un autre rayonnement qui s'appelle le neutrino, qui lui pourrait aller jusqu'aux premières secondes, mais on ne sait pas encore comment le détecter. Ce sont des neutrinos de très basse énergie. Par contre, il y a plus d'espoir du côté des gravitons. La lumière, c'est des photons. La zone gravitationnelle, c'est des gravitons. Il y a de l'espoir d'observer des gravitons qui sont émis dans les toutes premiers milliardièmes de seconde de l'univers. Et avec l'échéancier que nous avons maintenant, il est vraisemblable que ces télescopes de gravitons seront opérationnels autour de l'an 2000. Peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après. Mais les gens ont espoir que déjà autour de l'an 2000, on ait déjà détecté en tout cas des astres qui émettent des gravitons, des collisions d'étoiles par exemple, qui émettent énormément de gravitons. Alors cela donne aussi la possibilité d'étudier le Big Bang, les toutes premières secondes, parce qu'on pense que ces toutes premières secondes émettent vraisemblablement des très grandes quantités de gravitons. On ne sait pas, ça va certainement être un test crucial pour la théorie du Big Bang. Certes. Mais le temps zéro est un instant dans un temps qui n'existe pas encore. Si vous voulez, on pourra s'approcher indéfiniment de ce temps-là en élargissant le voir. On vient de définir une nouvelle vision qui serait une vision gravitationnelle et non pas une vision lumineuse. Ce que j'ai dit, c'est que la vision lumineuse s'arrêtait. Ensuite, effectivement, Redouane a parfaitement raison, et Hubert, bien sûr, également, il existe d'autres manières de percevoir. La question se pose, finalement, entre guillemets, de savoir si on verra la création. Vous avez des discussions avec des théologiens sur la création, pour prendre le terme de Michel Cassé. Oui, mais ce ne sont pas je pense qu'il faut bien distinguer entre la science, la philosophie et la religion. La science est un domaine qui vous dit comment le monde est fait. La philosophie et la religion sont des domaines qui vous disent comment vivre. Je crois qu'il faut bien séparer les deux domaines. Un mot qui n'apparaît pas. Pourquoi le monde a-t-il été fait? Voilà une question métaphysique qui n'est pas du domaine de la science. Je suis d'accord que c'est une question très importante. Je n'en connais pas la réponse. Je crois que personne d'entre nous, c'est la question que nous nous posons tous. Mais je ne crois pas personnellement que la science puisse répondre à ce genre de questions, puisque c'est une question de valeur. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? La science n'est pas un domaine de bien ou pas bien. C'est un domaine de comment ça marche. Ça peut vous éclairer sur comment ça marche, mais pas pourquoi c'est comme ça. On peut prolonger comment ça marche par la volonté de qui? Ça, c'est une question qui n'est pas non plus du domaine de la science. Je suis d'accord qu'elle est fondamentale. D'ailleurs, c'est la question fondamentale que l'humanité se pose depuis toujours. La preuve, c'est que tous les êtres humains ont fait des systèmes religieux extrêmement variés pour répondre à cette question. Mais... vous savez à qui je pense? Mais bien sûr. À Dieu. Vous y pensez aussi? Parce que vous êtes en Occident, mais si vous étiez en Chine, vous parleriez du Tao, par exemple. Notre ami Tuan vous parlerait plutôt du Tao. Ce qui montre que, selon les communautés humaines, on a mis des images différentes sur cette question. Mais dans toutes les communautés, quel que soit le terme, évidemment, on est en Occident et on s'adresse d'ailleurs à pas mal de continents qui ne sont pas forcément en Occident. Quand je dis Dieu, je pense à une toute-puissance qui serait au-dessus de nous. Je crois que personnellement, c'est une question qui se pose. Je ne connais pas la réponse. Moi, je voudrais dire, je ne sais pas en un mot, Michel en pense. En un mot, je dirais que la cosmologie n'assèche pas le territoire du Dieu chrétien, judéo-chrétien islamique. Elle ne l'assèche pas du tout. Parce que nous sommes sur des registres absolument différents. Voilà, je crois que nous sommes d'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fakir. Moi, je ne dirai pas directement ce que j'en pense, mais je ferai une constatation. C'est qu'à chaque fois que nous avons fait un progrès décisif,
la réalité s'est révélée beaucoup plus belle, beaucoup plus étonnante que les spéculations, les images qu'on en avait, qu'on essayait d'en avoir, donc dans le domaine soit de la théologie, soit de la philosophie, avant d'avoir une assiette scientifique solide. Et par conséquent, je suggère qu'en même temps qu'on continue de se poser les questions philosophiques, entre guillemets, je ne les dis pas dans le sens péjoratif, ou les questions théologiques, je suggère que l'on continue vigoureusement à avancer l'approche scientifique. Déjà, je fais la constatation, aujourd'hui, nous nous apprêtons à assister à une explosion, une nouvelle explosion de notre vision de l'univers. La vision de l'univers dont nous avons parlé pendant cette émission, cet univers en expansion, et dont on a pensé jusqu'à récemment qu'il se prolongeait au-delà de l'horizon de la même façon. Déjà, c'est un univers qui n'est pas tenable. Parce que, à cause des phénomènes quantiques, appliqués à la première seconde de l'univers, il est très probable que l'univers tout court, que certains maintenant préfèrent appeler le méta-univers, pour le différencier de l'univers dont on parle, l'univers tout court est beaucoup plus passionnant, contient beaucoup plus d'univers exotiques que l'univers observable. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. L'univers est infiniment plus imaginatif que nous, et il faut d'abord découvrir ce qu'il contient avant de penser avoir une solution à des problèmes du genre pourquoi. Non, mais vous en dites trop ou pas assez. Alors, attendez, moi juste... Là, vous nous mettez l'eau à la bouche. Là, c'est une autre émission qui commence. Certes, mais on peut revenir sur la notion d'univers. On peut dire de lui qu'il est infini et qu'il s'étend encore. Je ne connais que l'amour ou le poème qui correspondent à cette définition, après tout. Non, je vais être encore plus concret. Écoutez, je vais essayer de traduire l'idée, grâce à vous d'ailleurs, communément admise. On sait, grâce à vous, qu'il y a 15 milliards d'années, il y a eu changement. Explosion, dilution, libération de l'énergie qui est devenue matière, d'accord. À travers ce que nous dit Redouane Fakir, que pourrait-on dire, grâce aux nouveaux outils que l'on a décrits tout à l'heure, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, encore plus concrètement que vous ne l'avez fait tout à l'heure, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche. Vous savez ce qu'on dit généralement quand on demande pourquoi vous faites tel projet de recherche? On dit, si on le savait, on ne ferait pas le projet de recherche. Vous avez une petite idée quand même. Vous avez dit imaginatif, vous avez dit exotique. Oui, moi, je peux donner une image aussi, après Redouane. Il y a plusieurs théories, plusieurs spéculations sur l'état actuel, l'état de l'univers global, donc de ce méta-univers qui serait l'univers global. L'idée la plus populaire aujourd'hui, c'est que notre univers observable n'est qu'une protubérance, si vous voulez, sur un fond qui est beaucoup plus proche des énergies dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont les énergies de Planck, et par conséquent, où il se passe des phénomènes qui sont beaucoup plus éloignés de ce dont nous avons l'habitude, conscience aujourd'hui. Et par conséquent, donc ces univers-là, il y aurait notre passe des phénomènes qui sont beaucoup plus éloignés de ce dont nous avons l'habitude, conscience aujourd'hui. Et par conséquent, donc ces univers-là, il y aurait notre protubérance à laquelle nous appartenons, mais il y aurait d'autres protubérances où la dimension, par exemple, de l'univers ne serait pas 4, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, mais serait un autre nombre de dimensions, où les lois de la physique seraient différentes des lois que nous connaissons dans notre propre univers. Je réalise que c'est un niveau de spéculation qui peut paraître comme ça échevelé, mais c'est ce qui ressort de certaines équations qui sont très sérieuses. Nous serions dans un champagne généralisé dont nous n'occuperions qu'une bulle. Univers champagne. Voilà, champagne pour tout le monde. Donc. Alors, messieurs, on le boira ensemble un autre jour, parce que je crois que c'est le thème d'une nouvelle émission.